Bonjour Karine Le Marchand. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à Paris, dans les studios de RTL, où vous êtes depuis 2014 une des grosses têtes de Laurent Ruquier. Comment Laurent Ruquier vous a-t-il séduite, vous a-t-il recruté? Un jour, il m'a appelé, je crois qu'il m'avait vu dans un air de star. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et donc, on a été boire un verre et il m'a dit j'aimerais bien que tu viennes dans les grosses têtes. On a essayé une fois. Moi, ça me faisait rire, j'écoutais quand j'étais petite. Hein. Et c'est un. Alors, pareil, puisqu'on parle de cœur, Laurent Ruquier, c'est vraiment un homme que j'aime, au sens humain du terme. Il est bienveillant, fidèle, il a les mêmes chroniqueurs depuis des années, il est curieux des autres. Et puis, il n'attire pas la lumière à lui. Il a compris qu'on pouvait s'appuyer sur d'autres sans pour autant s'éteindre soi-même. Et voilà, et il est très convivial, il fait tout le temps des dîners avec ses équipes, on peut l'appeler à n'importe quelle heure, on peut l'emmerder. C'est pour ça qu'il a des amis un peu folle à braque, parce qu'il est toujours présent. C'est vraiment un homme de cœur. Depuis l'été 2010, vous présentez L'amour est dans le pré, qui reviendra pour sa 12e saison sur M6 en ce tout début d'année 2017. Depuis des millions de spectateurs, 72 couples ont été formés, 17 mariages célébrés, 40 bébés sont nés grâce à l'émission. De quoi êtes-vous le plus fier? D'avoir changé, je pense, l'image de l'agriculteur. Je pense qu'avant cette émission, on les prenait tous pour des bourrins. Et on a découvert que d'abord, être agriculteur, ça pouvait être plein de sortes de gens. Et puis d'avoir montré aussi que ce n'est pas les gens de la ville qui ont fait des études forcément qui ont la plus grande intelligence de cœur. Et je crois qu'on a beaucoup de leçons à retenir de gens qui n'ont pas grand-chose socialement, mais qui travaillent par passion et qui cherchent un amour tout simple. Et puis voilà, ça m'a changé moi aussi, hein. Pas que l'image des agriculteurs, mais ils m'ont apporté beaucoup aussi. Que peut-on savoir déjà de la nouvelle saison qui va démarrer? Ils sont 14, on a 3 femmes, on revient peut-être aussi à pas mal d'agriculteurs qui sont des paysans tels qu'ils se prétendent l'être, donc des gens qui sont de génération en génération paysans, avec pas beaucoup d'argent, avec un physique peut-être pas trop avantageux, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, mais qui ont un cœur comme ça, et une façon de parler aussi particulière, propre à leur village, des accents, des revendications paysannes, quoi, et une philosophie de la vie proche de la terre que j'aime beaucoup. Bien avant Ambition Intime, vous aviez déjà fait campagne pour l'authentique et la rencontre dans des magazines de société ou des docu-réalités. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être classé parmi les 3 meilleurs intervieweurs politiques de France? Je ne me prends pas pour une autre. Hein. J'ai bien conscience qu'il n'y avait pas beaucoup de questions politiques dans mes interviews. Ce que ça montre en tout cas, c'est qu'il y a une vraie distance entre certains intellectuels ou qui se prétendent comme tels, qui essayent toujours de nous montrer à nous, Français, ce qu'il faut penser pour notre bien, même si on n'est pas d'accord. Et la réalité des gens. Et la perception, peut-être qu'ont eu les Français de mon émission, c'était juste une émission qui redonnait une parole humaine à des politiques. Moi, personnellement, j'en ai marre des émissions agressives où on fait passer les politiques pour que des menteurs et que des gens avides de pouvoir, des animaux politiques, comme on dit, parce que je crois que c'est ça qui amène la défiance du politique. Et j'avais envie d'avoir une parole humaine et je suis persuadée qu'avoir un ton normal avec une personne, qu'elle soit agricultrice ou politique, c'est ce dont on a besoin, c'est de bienveillance. Moi, j'aime bien les gens a priori. Si c'est des gros cons ou des salauds, je changerai le ton et il n'y a pas de problème. Mais partir du postulat de départ qu'en face, on a un ennemi, je pense que c'est très dangereux. Voilà. Et je crois que les Français en ont marre. Quels sont les prochains taiseux que vous avez envie de faire parler? Alors, j'aimerais bien continuer quand même avec des politiques, on ne les a pas tous faits. Hein. Il nous manque quand même le gagnant de la primaire de gauche, et quel qu'il soit, et Emmanuel Macron. J'aimerais qu'il fasse partie d'une autre émission. Et puis s'ils me disent non, ils me diront non. Voilà, j'essaye, je lance des pistes, j'attends leur réponse. Et j'aimerais faire une émission aussi à l'Élysée avec le prochain gouvernement, parce que j'aimerais, c'est que dans les 6 mois après leur nomination, on sache qui ils sont. Premier ministre, je sais pas, ministre des Affaires étrangères, enfin des gens qu'on ne connaît pas bien. Et puis j'aimerais bien que le ton qu'on a initié dans Une ambition intime perdure sur M6, qu'on arrive aussi à avoir une parole apaisée avec des politiques, ce qui ne veut pas dire qu'on va leur faire un chèque en blanc, mais qu'on va leur poser des questions normales. Je me pose les questions que se posent les téléspectateurs, expliquez-vous régulièrement. Un portrait récent dans un grand quotidien national vous présentez comme une fausse ingénue, bien plus fine mouche qu'elle le laisse paraître. Est-ce que vous reconnaissez dans l'image que les médias donnent de vous, est-ce que vous y attachez de l'importance?
Alors, tous les médias ne donnent pas la même image de moi. Il y a des gens bienveillants aussi dans les médias. Ce que je trouve dramatique, c'est qu'il y a des journalistes en fait, qui sans doute se sentent en danger à cause de cette émission. Parce que comme ils se positionnent comme étant les seules personnes capables de décortiquer le vrai discours des politiques, tout d'un coup, le fait que je parle directement avec des politiques et que ce soit un discours bienveillant et authentique, bah, du coup, ça minimise un peu leur raison d'être. Donc, ils sont en danger, très bien. C'est leur problème. Ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est que, par exemple, quand je fais une émission avec Stéphane Plaza, j'ai une jupe comme ça, j'ai souvent des décolletés, je suis sexy, ça pose aucun problème. Qu'une nana à moitié nue tourne une roue pour la roue de la fortune, ça pose aucun problème. Mais tout d'un coup, que je sois en jupe de 10 cm au-dessus du genou pour interviewer un politique, là, tout d'un coup, c'est la suspicion d'être séductrice, voire allumeuse, en tout cas idiote. Ben, ce sont les mêmes gens qui montent au créneau pour la burqa, le burkini, la liberté de la femme. Il n'y a pas de cohérence dans leur discours. Et je trouve ça extrêmement misogyne et rétrograde en 2016 de ramener une femme, parce qu'elle est en jupe, à une espèce de pseudo-sensualité exacerbée, parce qu'elle interroge des politiques. Je suis une femme libre et je m'habille comme je veux, que ce soit avec un agriculteur, dans un jeu ou avec un politique, et c'est moi qui décide. Et je leur dis crotte. C'est le 16 août 1968, la preuve En ici. 1988. Regardez. On a retrouvé dans l'Est républicain Merde. un Je peux plus document mentir. que vous voyez le jour. Ça. Votre maman, juste là, regardez, juste en dessous. Voilà. Ah bon, il y avait un truc. Oh, c'est pas vrai, il y avait des parutions sur les naissances. Ouais, donc on a retrouvé l'exemplaire de l'Est républicain de ce Ah, jour-là. mais ça y est, tout le monde sait que je m'appelle Ginette Marie-Thérèse. Ah non, ça va pas du tout. Vous l'avez dit. Oh là 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 là. La honte. Votre maman est secrétaire de direction. Je reprends vos mots, blonde aux yeux bleus. Votre papa, originaire du Burundi, vous l'écrirez dans votre livre Devenir heureux en 2009, sera le grand absent de votre vie. Quelles images reviennent si je vous emmène au 69 rue de la Commanderie, à Nancy, où vous viviez notamment avec votre sœur Agnès? Ah ben, j'étais une enfance très heureuse, travailleuse, parce que j'étais en horaire aménagé au conservatoire. Et donc, une enfance... on était entre 11 et 14 par classe. Ça paraît dingue, mais ça veut dire que on était un peu comme des équipes. C'est pour ça que je suis restée assez proche de mes amis de l'époque. Et on avait cours le matin et les après-midi étaient consacrés à la musique. Donc en fait, il fallait qu'on ait quand même le programme des autres et qu'en plus de ça, on travaille. On avait 2 examens par an éliminatoires. On était seuls sur scène, dans la lumière. Tout le reste était noir. Et si on se trompait, ben, on était éliminés. C'était à la dure, mais ça nous a tous construits. Et voilà, le labeur, le travail fait partie, je pense, de tous mes amis. Et puis en plus avec mes grands-parents aussi, qui étaient des commerçants. Donc voilà, remettre chaque jour son ouvrage en question, ça fait partie de mon caractère. 4 visages maintenant qui ont marqué 2016 et sans doute un petit peu 2017. Joli casting, en tout cas pour 3 d'entre eux, en puissance pour Ambition Intime. Qu'est-ce qui vous inspire ou qui ne vous inspire pas? Et plus globalement, qu'est-ce que vous retenez de l'année 2016 qui a été riche et douloureuse pour plein de raisons? David Bowie, oui, c'est une part de mon enfance. C'était un artiste pur et ça m'a fait beaucoup de peine de le perdre. J'aurais pu prendre Prince, j'aurais pu prendre malheureusement l'année. Ouais. Voilà. Chaque année, vous savez, à notre âge, on perd beaucoup de gens de notre enfance, hein, puis ça ne va pas s'arranger. Donc voilà, mais lui, il a laissé des choses et on a traversé. Enfin, moi, j'ai traversé mon adolescence avec Bowie, qui justement aussi était dans la transformation, qui était un peu une créature, quoi. Donc c'était. Puis c'était un des premiers couples mixtes. Hein. Avec Iman Bowie, et pour moi c'était important de voir que voilà, il pouvait y avoir des couples mixtes célèbres et tout ça, et quand on est ado on se dit ah ouais, bon. Bref, alors moi le foot c'est pas une grande histoire, donc il m'a pas tellement marqué, mais je ferais bien son Ambition Intime quand même au petit là. Voilà, c'est... Ouais, mais alors avec la traduction c'est compliqué, mais j'aimerais bien, j'essaye. Hein. Mais dans les footballeurs français, il y en a... Dans la génération de l'Euro 2016, est-ce que certains... Ou le sélectionneur, peut-être, je ne sais pas. Puisqu'M6, c'est qui le sélectionneur? Didier Deschamps. Est-ce que les Français ont envie de voir pourquoi pas? Je l'aime bien. Je l'aime bien, Didier Deschamps. C'est vrai. Il y a Griezmann aussi qui est intéressant. Mais est-ce qu'ils ont une vie suffisamment riche pour tenir aussi longtemps après? Faut qu'on voit, puis il faut qu'ils me disent oui, tout ça. Mais bon, pourquoi pas? Trump, j'aimerais bien faire son Ambition Intime. Je vais encore me faire des amis. Mais j'aimerais bien faire son Ambition Intime.
En quoi il vous intéresse? Il a un parcours incroyable. Je suis persuadée qu'au départ, il s'est présenté un peu pour une blague, quoi. Et que son ambition est venue en même temps que son succès. Et Trump, avant qu'il soit élu, je le disais même quand je faisais la promotion d'une ambition intime, Trump a été élu non seulement parce qu'il y avait des gens qui croyaient à ses idées et qui y adhéraient, quelles que soient ses idées, qui étaient complètement opposés à ce que disait la presse. Il s'est pris des scuds pendant toute sa campagne. Tout le monde a essayé de démonter Trump. Il a été élu. Et là, ça montre quand même qu'il y a un schisme entre ce que pensent certaines personnes intelligentes et intellectuelles aux États-Unis et les sondages et ce que font les Américains. Mais Trump a été aussi élu parce qu'on n'aimait pas Hillary Clinton. Et à un moment donné, une ambition intime est née aussi de ça. Je crois que l'élection présidentielle, c'est une élection particulièrement effective et que les gens se projettent dans une personnalité. Ensuite, François Hollande, moi, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que je vous dise? Je sais pas, vous avez essayé, je sais que vous avez essayé avec Gaspard Ganzer de l'avoir, mais que vous avez pas eu de réponse. Du coup, j'aurais pas pu le faire puisqu'il faisait que pour les présidentiables. Ouais. Donc, il m'a fait traîner, mais je pense qu'il savait pas s'il allait se présenter ou pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, on va pas le faire, puis voilà. Et puis, de toute façon, il se présente pas, donc je l'aurais pas fait. Il y a pile 2 ans, dans le Républicain Lorrain, vous disiez, à 25 ans, on a des désirs enfuis. Maintenant, j'entre dans une période où j'ai envie de me lâcher. Quels sont vos projets avouables pour 2017? J'en ai pas mal. J'en ai en télé, pas en télé. J'ai toujours plein de projets, moi. Je suis toujours en mouvement. C'est un peu pathologique chez moi. C'est trop tôt pour en parler parce que ça va être repris et si ça se fait pas, on va dire mais j'ai plein d'envies. J'ai encore beaucoup d'énergie. Des formats que vous avez imaginés, que vous proposez? Ouais, aussi. Et puis réfléchir à la suite d'une ambition intime, à d'autres choses aussi, d'autres choses. On a les 30 ans qu'on doit co-présenter avec Stéphane Plaza, où on bosse beaucoup pour ça, parce qu'on a envie de faire un beau programme. Je trouve qu'M6 devient mature aussi, quoi. C'est un groupe qui est super intéressant aujourd'hui. Et on a l'opportunité de tester des choses. Moi, je suis très fière qu'M6 ait accepté de faire une ambition intime alors que ce n'était pas un format étranger. Il a été testé nulle part, ils m'ont fait confiance et c'était un grand risque quand même. Merci. Merci. Beaucoup. Merci.